Radio One, 19h, 20h30, votre rendez-vous hebdomadaire de la petite balle jaune, Karl. Salut à tous, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Mardi 12 mai, vous écoutez Tennis Talk, la seule émission francophone sur l'actualité du tennis. Madrid, chez les femmes, Kvitova, sa victoire surprise ne nous surprend plus. ATP, Murray met enfin le roi à terre. À 19h30, ce sera le débat avec aujourd'hui beaucoup de gens. Je vais les présenter après le sommaire. Avec ses 2 succès en 2 semaines sur terre battue, Andy Murray est-il le principal rival de Djokovic pour Roland Garros? Avec toute l'équipe bien élargie, on va pouvoir en parler. Et à partir de 20h, on présentera le tournoi de Rome WTA. Il y a une Serena Williams qui a envie de se racheter. Et on présentera également le tournoi de Rome ATP avec le retour de Novak Djokovic sur les cours. Jusqu'à 20h30, Tennis Talk en direct sur Radio One. Alors ce soir, j'ai beaucoup de gens. Alors on a le patron Arthur qui vient nous faire une petite visite. On a également Clément qui n'était pas là depuis longtemps et qui revient nous faire un petit coucou. Salut Karl, salut à tous. On va avoir Guillaume qui est dans un train et c'est pas très facile de l'avoir, donc on va quand même essayer de l'avoir. Il va y avoir également William, Maître Lévy. Salut. Ah il est là. Il est dans un train, donc si ça coupe, c'est parce qu'il passe sous un tunnel, hein, si ça vous... Voilà, qui était à Madrid et qui va nous dire un peu ce qu'il a vu, entendu, ressenti. Et on aura également Patrice, notre spécialiste du tennis belge. Mais là, je peux pas vous dire quand il sera là, mais il arrive quand il arrive. Allez, c'est parti. Tournoi WTA. Alors, tournoi WTA, Madrid, victoire de Kvitova. On a toujours dit depuis le début de l'année que c'était la plus talentueuse, mais que c'était aussi la plus irrégulière. Et évidemment, elle nous a surpris sans nous surprendre vraiment. Alors, qui commence? Oui, ou honneur à celui qui était sur place. Ouais, Kvitova, ok. Alors, bah, elle a été impressionnante. Alors, pour être honnête, j'ai vu que la finale de Kvitova et j'ai vu qu'elle a terrassé Kuznetsova. Complètement terrassé. Alors, je me suis arrêté avant la fin du match, mais il y avait 6-1, 4-0, donc je sais pas à combien ça a terminé, mais ça a dû terminer à 6-1 et 6-2 ou je Exactement, sais pas. 6-1, 6-2. Hyper puissante. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est la puissance. C'est vraiment la puissance qu'elle avait sur le court. Bah voilà, elle a fait un gros tournoi. Enfin, comme tu disais, Karl, une joueuse très irrégulière, mais très très talentueuse, et qui là a su, surpasser. Moi, je dirais même survoler ce tournoi. Ouais, mais survoler ce tournoi, il y a un petit bémol, c'est quand même, enfin, c'est un bémol, c'est la chance du tirage au sort, parce que quand on voit son parcours, bon, Govor, Tsova au premier tour, Coco Van de Weg au deuxième, Pavlyuchenkova en 8e et Begu en quart. Bon, après, elle domine Serena Williams, mais c'est vrai que quand tu prends, finalement, quand tu as autant de facilité, j'ai envie de dire, dans les tours précédents, tu te préserves un peu, même si elle passe 3 tours, elle met 3-7 dans les 2 premiers tours, c'est pas comme si tu jouais une joueuse du top 20, mais elle a su faire ce qu'il fallait dans les tours précédents, et c'est vrai que en finale, aussi, elle était impressionnante. Hein. Elle peut perdre contre ces joueuses-là. Hein. Elle peut tout Ouais, lâcher. c'est peut-être une, je sais pas, un signe de progression dans peut-être mentalement et je sais pas, psychologiquement. Non. Non. Non, elle est ce qu'elle est, c'est-à-dire que si elle arrive à mettre toutes les
C'est un peu comme un alignement de planètes, quoi. Quand toutes les planètes sont bien alignées, bah ça fonctionne. Mais si jamais... Ouais, c'est un peu comme Wawrinka, quand ça part bien, coup droit revers sur les lignes, avec une grosse puissance, rien à faire. Elle a touché un nombre de lignes aussi incroyable en finale. À Wimbledon, hein. Comme à Wimbledon. Exactement. Il y a un peu de réussite aussi, mais voilà, planète alignée, ouais, je suis d'accord. Arthur, on t'entend pas. Ah, bah, Apparemment, il sera pas là. Hein. Il sera pas là. Ah bon, d'accord. Ah, mais y a un paramètre aussi à prendre en compte, c'est que Madrid, c'est en altitude. C'est quand même assez important. Je crois que c'est à 850 mètres ou 900 mètres d'altitude, et c'est assez particulier. Tous les joueurs le disent à chaque fois que ce tournoi dans cette Caja Mágica pose des problèmes au niveau de la balle, au niveau un peu du souffle également. Donc je pense que ça l'a avantagé du coup, parce que ça fait des balles qui sont un peu plus rapides. Ça ressemble un peu du coup à à de la terre battue, un peu en mode herbe où les balles fusent. Oui, alors je suis d'accord sur l'aspect peut-être respiration. Bon, à 600-700 mètres d'altitude, c'est pas évident. Par contre, je vais apporter un éclairage un peu physique sur la gravité et le changement de l'indice de gravité, parce que c'est de ça dont parlent les joueurs en fait quand ils disent que la balle pour le coup c'est hyper négligeable. Et honnêtement, je pense que ça c'est un mythe. C'est plus la terre battue qui est légèrement plus rapide à Madrid qu'une question d'être à 700 mètres d'altitude et d'avoir une constante de gravité différente. Hein. Bon, il paraît que on dit, les joueurs disent que les balles volent un tout petit peu. Non, mais ça, c'est un mythe. C'est un mythe. Ça joue au 25e chiffre après la virgule. Ils vont pas nous faire croire qu'ils en sont là, quoi. Bon. Ce sont des Formule 1, les gars. Hein. Ce sont des Formule 1. On voit bien parfois quand ils jouent sur la même surface, le fait de jouer le matin ou l'après-midi avec du soleil ou en soirée sans soleil, les conditions sont pas tout à fait les mêmes. Et on voit parfois que, par exemple, on avait vu Federer jouer l'après-midi je sais plus quel tournoi. Oui, c'était l'année dernière à Toronto, jouer tous ses matchs en soirée. Et jouer la finale contre Tsonga l'après-midi, et on avait vu quand même qu'il était moins bien. Mais ça, c'est parce que Federer, il est pas bien en journée et il a un rythme circuit. Enfin, c'est un joueur où si on analyse un peu, ça serait intéressant de faire du big data sur les victoires de Federer. On se rendrait compte que son pourcentage en nocturne ou en soirée est beaucoup plus. Je crois qu'il y avait quelque chose qui était sorti, William, c'était au-delà de 80 ou 85%. Voilà, et passé 18 heures, son taux de victoire était bien plus élevé, significativement plus élevé que les matins derrière, où généralement, quand il joue avant midi, Federer, c'est une catastrophe. Mais de toute façon, vous savez très bien que, bon, surtout sur terre battue, il faut un tout petit grain de terre battue pour enrayer l'incroyable mécanique des joueurs professionnels. Il faut pas grand-chose hein, quand on repense au vent avec les joueurs. On va rester chez les femmes parce que là on est en train de dérailler un petit peu. On va revenir sur cette discussion chez les hommes, sur Federer et compagnie. C'est ma faute, c'est moi qui ai lancé le truc. Mais on va revenir sur les femmes. Donc Vitova énorme. Il y a eu pas mal de surprises dans ce tournoi quand même, Karl. Ah oui, il y a des notamment la numéro 2 mondiale éliminée par une Française qui s'est bien vautrée après. Ouais, ça lui arrive de sortir des numéros 1, des numéros. On se rappelle à Wimbledon contre Serena Williams il y a 2 ans. Hein. Ouais, c'est vrai. Et oui, ça lui arrive de faire le match et puis après le match d'après. Après, c'est fait une cheville la pauvre niçoise. Bon, bah c'est dommage. On l'aime bien en plus. Moi, j'adore cette joueuse, j'adore son engagement, j'adore sa rage de vaincre. Mais elle arrive pas à y aller, quoi. Elle arrive pas à enchaîner. Elle a fait une année qui est assez moyenne. Et finalement, elle risque de se retrouver numéro 2 française. Hein. Quand tu vois là, au premier tour, c'est quand même assez fou. C'est que la numéro 2 mondiale, donc Alep, la numéro 6, bon, Eugénie Bouchard qui est vraiment plus une numéro 6 au niveau de jeu, et la numéro 8, Makarova, bon, éliminée par Kuznetsova.
C'est-à-dire 3 filles du top 8 éliminées en Ouais, premier tour, c'est quand même assez rare. Hein. c'est pour ça que moi je trouve que c'était un tournoi assez ouvert, même très ouvert, et que bon, Serena Williams qui a pas non plus fait non plus le meilleur tournoi, et finalement du coup Kvitova a survolé le tournoi où il y a eu finalement très peu de grosses concurrences, comme vous dites, et ce qui m'a quand même étonné, moi, on n'en a pas parlé, mais c'est de voir Kuznetsova en finale. Alors, j'ai pas suivi son parcours, donc je ne vais pas commenter. Mais est-ce un comeback? Ou Est-ce un feu de paille? Ou est-ce un feu de paille? Ouais, ou est-ce un peu conjoncturel Conjoncturel au tournoi. C'est quand même une joueuse qui a été numéro 1 mondial. Hein. C'est une joueuse qui a gagné, qui a eu quelques problèmes de dopage, qui est revenue. C'est une joueuse aussi qui s'est entraînée beaucoup en Espagne avec Arantxa Sanchez. Elle l'a quittée, elle est revenue à Moscou. Donc il y a pas mal eu de changements dans sa vie. Et je pense qu'elle s'est jamais vécue comme une énorme championne. Elle n'a pas l'ego de l'énorme championne. Ce qui fait que, bon, puis elle a régressé. Puis là, c'est une joueuse qui est aux alentours de la 20e place mondiale, entre 20 et 30. Mais c'est une joueuse qui reste solide, qui a du tennis, qui est une très très bonne joueuse, qui a un très bon coup droit, qui a des coups très puissants, qui est très bonne tactiquement sur terre battue aussi. Elle a été en finale de Roland-Garros, hein, me semble-t-il. Donc ce genre de joueur, ça peut toujours gagner, hein, ça peut toujours gagner au métier, en sentant que l'autre est moins bien. Elle peut toujours faire quelque chose. Hein. Ça, c'est sûr. Moi, ça me surprend pas de la voir. Ce qui me surprend, c'est de la voir perdre régulièrement. Ça me surprend. Mais sinon, ça me surprend pas de la voir faire des perfs de temps en temps. Ah, parce qu'elle a que 29 ans, hein. Elle est 18e mondiale, exactement. Bon, 18e, voilà. Bon. C'est pas trop mal pour elle maintenant, mais c'est quand même une joueuse qui aurait dû normalement être un peu plus longtemps au très haut niveau dans les 4-5 premières pendant un moment, mais je pense que son problème est un problème d'ego, un problème de mental. C'était une joueuse très très timide. J'avais entendu un peu Arantxa Sanchez parler d'elle. Elle disait que quand elle était venue de Russie en Espagne, elle était toute timide, elle était pétrifiée. Et je pense que ça a toujours un peu joué contre elle. Il y a une chose que j'aime bien, je sais pas si on peut en parler, c'est Carla Suarez Navarro. Je trouve que, mais elle est finalement à son niveau, hein, 10e mondiale. Et dès qu'il s'agit de jouer le top 4, elle se ramasse assez, elle se vautre complètement, parce que là, elle reprend 6-1, 6-3 par Serena. Mais c'est vrai qu'elle a un jeu, je trouve, qui s'étoffe. Et mais bon, plutôt sur terre battue. Mais c'est une joueuse qui est en pleine progression. Ah, c'est une bonne joueuse, ouais, c'est une bonne joueuse. Il faut qu'elle fasse. C'est un peu, pour moi, c'est un peu des joueurs dans le style Berdych qui perdent très rarement contre les joueurs classés en dessous d'eux, mais qui gagnent très rarement contre les joueurs qui sont au-dessus d'eux au classement et qui ont une espèce de blocage mental aussi sur la dernière marche. Tout à fait. Des petites. En fait, c'est toi, Karl, qui nous lance des perches pour parler du tournoi masculin. Hein. Non mais oui, non mais alors, j'arrête pas de faire ça, faut que j'arrête ce genre de choses. Mais en plus, chez les filles, c'est vrai qu'elles ont toujours des petits problèmes de savoir qui est la plus belle. Et elles ont toujours des problèmes très 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 forts. Bon, dites-moi un peu, il nous reste 3 minutes. On peut parler de Sharapova quand même un peu. Oui, Sharapova battue par Kuznetsova. Hein. Ouais, Sharapova, mais bon, quand même, on a beaucoup dit du mal d'elle, entre guillemets, associé à Dimitrov. Moi aussi, je tends des perches. Mais bon, c'était quand même un peu mieux, moi j'ai trouvé. Donc, c'est un peu mieux, mais c'est très curieux, cette espèce d'éclipse qu'elle a eue après l'Open d'Australie. Elle a eu une grosse éclipse. Alors, est-ce qu'elle a travaillé très fort physiquement ? Je ne sais pas, c'est très difficile parce que il y a beaucoup de secrets derrière tout ça. Hein. Ça ne communique pas beaucoup. Il y a des équipes très réduites derrière elle, donc ça communique pas du tout. Des hypothèses. Pour avoir vu une grande partie du match contre Caroline Garcia en 8e, j'ai trouvé que c'était de très grande qualité. Moi, je me suis vraiment amusé sur ce match-là. Et on voit bien que Caroline n'est pas loin. Elle se ramasse cet après-midi, hein, donc. Elle a perdu cet après-midi. Ouais, elle prend 2-7 contre Jovanovski, ouais.
Ah, c'est une jeune qui monte, hein, Jovanovski. C'est une jeune qui monte. Non, elle prend 7-6, 4-6, 6-2 contre Bojana Jovanovski, ouais. Bon, bah, c'est une jeune qui monte, hein, c'est une jeune qui monte. Allez, on termine. Tiens, vous me donnez deux joueuses qui vous ont fait plaisir, deux joueuses qui vous ont énervé. Allez, on commence avec Clément. Moi, c'est Carla Suarez Navarro et Kvitova. Et qui m'énerve, je vais dire, c'est pas une surprise, mais je vais dire Eugénie Bouchard et Simona Alep. Ouais, Simona un peu perdue, ouais. Maître Lévy, à toi? Je vais dire que Kvitova et c'est tout. Et par contre, en moins bien, je vais dire ce qui m'a énervé, c'est Ivanovic. Ça m'a énervé. Parce que bon, même si elle est belle, voilà. Et aussi Serena Williams. Oui. Ah, elle peut avoir des coups de moins bien quand même. Ce serait terrible si elle dominait tout. Hein. Et je pense qu'il vaut mieux qu'elle ait là, un coup de moins bien qu'à Paris. C'est vrai. Bon, c'est bien pour c'est dans la tête de nous faire un grand chelem calendaire. Quoi. Tout à fait. Ok. Allez, on envoie le jingle et on va passer aux garçons. Enfin. Jusqu'à 20h30, c'est Tennis Talk en direct sur Radio One. Allez, on passe tout de suite sur le tournoi garçon et on va parler immédiatement de la finale. Qui commence? Tournoi ATP. J'ai pas assez vu. Bon, alors moi j'ai regardé cette finale, donc Murray, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Nadal a été mauvais. Très mauvais. Nadal a été mauvais tout le tournoi, parce qu'il faut quand même le préciser. Il a, je sais pas comment, au métier, à l'expérience, réussi à se hisser jusqu'en finale. Mais en finale, on a vu toutes ses limites. Je l'ai trouvé bien plus mauvais qu'à Monte-Carlo. Et c'est ça qui m'inquiète, en fait, c'est... Bon, j'ai pas vraiment suivi Barcelone, mais ce qui m'inquiète, c'est l'année dernière, on a eu un Nadal qui avait aussi été malmené par Nishikori, mais on avait senti une progression quand même entre Monte-Carlo et Madrid, légère, mais quand même. Là, moi, j'ai senti l'inverse, un Nadal qui joue court, qui n'arrive plus à sauver ses balles de break comme il les faisait avant, qui a du mal à se déplacer, on n'a pas l'impression qu'il a mal au genou, mais on a l'impression qu'il se déplace plus comme avant. Et du coup, un problème que je pensais il y a 2-3 mois psychologique, aujourd'hui, vous me direz, les deux influent sur l'autre, mais aujourd'hui, je pense que le problème psychologique n'est plus le seul problème. Voilà. C'est un problème physique, hein, visiblement. Ouais, alors le physique influe sur le psychologique et vice versa, mais en tout cas aujourd'hui il y a bien deux problèmes. Déjà le lundi, les reporters, les internationaux postaient des photos où il se plaignait de son genou encore. Bon, il y a eu l'histoire de la raquette, mais c'est vrai que là, physiquement, il inquiète réellement. Pour avoir vu quelques bouts de match, on le sent que dans ses déplacements ça va pas, dans son attitude, on le voit vraiment peiné et gêné. C'est dommage, mais déjà il y a une grande chose. Il a 15 jours. Il y a une grande chose qui est énorme, c'est qu'il décentre énormément de balles. Oui. Ah oui, puis c'est plus des sorties de balles de 15 ou 20 cm. Là, on est quand même au-delà des dans la raquette. Alors déjà, il décentre dans la raquette et après il rate complètement la mire. Ouais, mais il fait du Federer, il change de raquette, il revient à la raquette d'avant, il décentre comme Federer. Et qu'est-ce qu'on avait dit pour un joueur qui décentrait? C'est un joueur qui est... qui est dans le doute. Et qui est mal placé. C'est le jeu de jambes, et si on descend, c'est forcément le jeu de jambes, ouais. Et puis, le coup de la raquette, c'est aussi un signe de mauvaise confiance en lui.
voilà, bon, ça on peut pas le blâmer. Moi, je trouvais que c'était un peu stupide d'avoir changé en début de saison sur terre battue comme ça, mais bon. Mais en tout cas, ouais, on a l'impression qu'il a plus les jambes. Il a plus les jambes, mais on a vu aussi un changement énorme d'attitude, que je répète toujours la même chose de semaine en semaine, mais surtout au Brésil, on l'avait vu aller faire une virée au carnaval, etc. C'est un peu surprenant. Et dire oui, bah maintenant je vais en profiter et tout. Genre, à partir du moment où ce genre de joueurs dit ce genre de choses, on sait qu'ils sont moins bien, on sait qu'ils sont moins là. Alors que Nadal, il mange tennis, il dort tennis, voilà, il ne vit que pour ça. À partir du moment où il vit moins pour ça, forcément, il est moins là. Il est moins présent. On a vu qu'il n'y a plus cette intensité, cette niaque, cette façon de tenir le mec. Alors, on le voit par séquence, et tout le monde se trouve ça extraordinaire, en se disant, on a vu le public d'ailleurs qui, à chaque fois, espérait que ça allait revenir à un moment ou à un autre. Et puis après, on le voit faire des erreurs horribles, des balles qui sont même pas sur la bande du filet, ou qui sont presque entre 20 cm, 20 cm dans le filet. Enfin, à 20 cm de hauteur, c'était terrible. Je crois même qu'il a fait un revers qui a rebondi sur le sol avant d'aller dans le filet. C'est dramatique. Ouais, puis du coup, on sait pas tellement quoi dire, parce que là, c'est vrai que c'est dommage de le voir baisser comme ça. Et c'est vrai qu'on sait pas, je sais pas jusqu'où il peut aller. Après, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour Roland? Je pense que oui, mais il va refaire une préparation, il va repartir sur. Pour faire une préparation, sur son île. Avoir un physique. Mais ouais, il l'a pas, c'est ça le problème. Il l'a pas du tout, il l'a plus. C'est normal, il a tapé dedans tellement. C'est quand même un joueur qui a tapé dans le physique comme un fou. Il a aussi progressé techniquement. Tactiquement, c'est un maître. Ça, il n'y a pas de souci, il sait quoi faire sur un terrain. Moins qu'avant. Vraiment... moins qu'avant. Parce qu'il a plus les moyens. Parce qu'il a plus les moyens de le faire, ce qu'il voulait faire vraiment. Mais sinon, on a vu contre Murray, il lui a fait des amortis au moment où il fallait les faire. Il est monté à la volée parce qu'il savait très bien qu'il tenait pas l'échange. Petite question, il a combien de points à défendre à Rome? 600. 600 là, 2000 à Paris. Donc là, ça veut dire que le mec, il va... Oui, parce qu'on n'a pas dit qu'il est quand même 7e mondial. Donc, vraisemblablement, s'il remporte pas Rome, et même s'il remporte Rome, c'est pas assuré qu'il soit dans le top 4 avant Roland-Garros. Et donc, potentiellement, il peut affronter encore des finales un Murray ou un Djokovic ou un Nishikori. Parce que les têtes de série sont choisies après Rome, c'est ça? Ouais. Tout à fait. Ouais, donc il a aujourd'hui 200 points de retard sur Raonic, 4e. Ouais, mais ça va, Raonic joue pas, il a mal au pied, donc il se fait opérer du pied. Donc il y a Berdych et Nishikori qui peuvent lui passer devant. C'est possible. Enfin, qui sont déjà devant et qui peuvent rester devant, pardon. Contrairement à Wimbledon, Roland Garros ne modifie pas le classement en fonction des résultats passés. Donc il est fort probable qu'il soit pas dans les 4 premiers, mais bon, ça j'ai envie de dire, à la limite c'est un peu le cadet de ses soucis à Nadal. Ça dépend, parce que se choper un gros ou choper un mec qui l'aurait jamais dû choper, tu vois, quand t'es premier, deuxième, tu sais que tu vas taper la tête de série 32, 31, 30 au 3e tour. Quand t'es pas dans ces configurations-là, tu peux te retrouver, tu vois, à taper un mec qui est 12e, 10e avec les dents qui poussent, et tu peux te faire sortir au 3e tour. Hein. Bah ouais, non mais bon. Est-ce qu'on a c'est ça la catastrophe, parce que là, 3e tour, il n'y a pas beaucoup de points, il y a 2000 points dans la balance. Là, c'est la plonge. Hein. Puis quand tu plonges comme ça, après pour remonter, c'est très 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 dur. Et ce qu'on n'a pas dit quand même, c'est que bizarrement, pour revenir un peu à l'analyse des matchs, ce qui a sauvé Nadal dans ce tournoi, c'est son service. C'est son service et même la volée. Quoi. Donc, c'est ce qu'il a fait en finale. Hein. Il est monté, je crois, au premier set, il est monté 6 fois la volée, il a marqué les 6 points. Donc il est monté dans de très bonnes conditions, mais en même temps, il est monté parce qu'il ne peut pas. Tenir la cadence. Et tous les points supérieurs à 9 échanges. Il a tous perdu. Enfin, il a pas tous perdu, mais il a perdu genre 2 tiers, 1 tiers. Alors que c'est sa marque de fabrique. Exact. Il a plus la pompe cardiaque qui lui permet justement de faire ça. Et là, c'est très inquiétant, et on peut se poser quand même certaines questions que j'évoquerai pas ce soir, mais de voir quand même quelque chose comme ça se passer
On a vu un joueur comme Federer baisser parce qu'il avait mal au dos, baisser parce qu'il devenait un peu vieux, mais on l'a vu aussi revenir en changeant son jeu, alors que là, il y a quand même des questions qui se posent sur la préparation physique et l'optimisation du physique de certains joueurs. Karl, est-ce que tu crois au changement? Nadal, pour moi, avec toute son équipe autour, pour moi, il ne peut pas changer. C'est son jeu, ça l'a été, ça l'est encore et ça le restera. Tu peux pas perdre tes jambes comme ça. Karl, tu fais des sous-entendus un peu. Bon, on a peut-être pas envie d'en parler ce soir, mais là tu fais. Non, j'ai pas envie d'en parler parce que ça me fait mal de savoir que ce mec-là, s'il se passait un truc, ça me rendrait absolument malade que ça vienne de lui parce que c'est quand même un gentil mec, c'est un mec très très humble, etc. Mais j'ai toujours eu des doutes. J'ai toujours eu des doutes sur sur justement la saillance de sa musculature, sur des choses comme ça. C'est quand même un des mecs, à un moment, il était extrêmement saillant, très saillant des mollets. Il y a quand même des petits indices comme ça qui, il n'y avait pas de joueur qui était comme ça, hein, et il a quand même gagné beaucoup. On voit un type comme Murray, il s'est emplumé, c'était un grand sec, il s'est emplumé, mais il n'est pas saillant comme ça. Il n'est pas saillant comme ça. Et bon, alors c'est peut-être ça. On a quand même vu des choses incroyables. Nadal absent de 9 mois des cours, qui revient pour une tournée américaine et qui gagne Cincinnati, le Canada, l'US Open. Et après, comme par hasard, boum, il n'y a plus rien, quoi. Il finit quand même en roue libre où il n'a plus rien sous le capot. Donc c'est un peu. Et on se rappelle quand même au début, quand c'était un joueur qui était quasiment exclusivement un joueur de terre battue, il ne jouait que de mars à juin. Et puis après, il a commencé à devenir gourmand, à vouloir Wimbledon. Après, il a commencé à faire des saisons complètes. Mais au début, c'était un joueur qu'on ne voyait que quelques mois par an. On l'a jamais vu en finale face à Federer à l'US Open. On le voyait pas trop non plus en Australie. On commençait à le voir un peu à Miami où il faisait quelque chose qu'il n'a pas gagné. Il a gagné un peu à Indian Wells. Et puis après, là, il est arrivé sur son terrain où il bouffait tous les tournois de terre battue. Et puis après, il y avait Wimbledon et après, ça baissait. Ça baissait franchement. Il revenait un petit peu, mais la saison sur d'indoor, elle était pas très bien faite. Il a jamais gagné Paris, il a jamais gagné le Masters. Enfin voilà quoi. On voyait bien qu'il y avait de grosses asymétries de performance et il y avait on disait que c'était la surface, mais en même temps, à un moment, il a prouvé qu'il pouvait jouer sur toute surface. Il n'a jamais eu cette régularité qu'avaient les autres, comme si il n'avait pas finalement le physique qu'on croyait qu'il avait. Et le petit protégé d'Amélie Mauresmo. Ah bah lui, quand même, pas mal. Pas mal. Alors moi, pour un mec pas à l'aise sur terre battue, qui n'était pas à l'aise. C'était psychologique ça. Il a tout à fait le jeu pour être à l'aise sur terre battue. C'est un bagarreur qui t'envoie pas 2 fois la même balle. Il joue les angles, il joue la totale, il joue long court. D'ailleurs, il a dit à la fin du match. Il a dit, je vais jamais envoyer 2 fois la même balle, comme d'habitude. Pour un mec qui a mal au dos, la terre battue, c'est normalement la surface. Non, mais c'est fini, ça. La moins exigeante, ouais, mais bon, c'est fini. Le dos, on sait que ça va très très vite, hein. Donc, il a un protocole. Il a un protocole très très particulier. Bah oui, mais tu vois, Karl, quand tu prends une vraie team autour de toi, bon là, il y avait pas Jonas Brockman, mais quand tu prends une vraie équipe autour de toi, une performante, ça change tout et ça se voit dans l'attitude, dans ses gestes. Franchement, il a franchi un cap. Moi j'aimerais non mais ok certes, mais moi j'aimerais quand même j'aimerais un peu nuancer. C'est que moi ce qui m'a plus impressionné, c'est pas le jeu qu'il a fait. Moi j'ai trouvé finalement le tournoi assez faible. C'est pas le niveau de jeu, c'est plus l'endurance qu'a ce mec qui s'est enchaîné Munich avec samedi où il a joué son quart de finale et sa demi-finale à Munich. Dimanche où il a plu et où il a joué sa finale lundi, où il est arrivé à Madrid, il a joué mercredi à 3h du mat, ou quelque chose comme ça. Jusqu'à 3h du mat, ouais, faudra en parler d'ailleurs de ça. Et le mec a joué 10 matchs en 12 jours, dont un match au milieu de la nuit.
Et moi, j'ai plus été impressionné par sa capacité de récupération que par le niveau de jeu qui est bon. Je vais pas revenir là-dessus, qui est correct, mais qui c'est pas le truc qui m'a le plus impressionné. Enfin bon, William, la récupération pour un pro, que ce soit en tennis, en rugby, en basket, en foot, c'est un peu le b.a.-ba du sportif, c'est de savoir faire ses heures de sommeil, bien passer entre les matchs. Le mec il s'est couché à 5 heures. Ouais, oui, enfin il s'est couché, oui, il a fini son match à 2h29. Non, il a fini son match à 3h et 2h29 du matin, il y a eu le passage devant la presse et puis le passage devant les kinés, c'est fort, mais je trouve que voilà, la récupération, pour un pro, voilà, c'est la logique des choses, mais t'as raison, c'est une part prépondérante et il est costaud là-dessus. Voilà. Dimanche soir sur Sky, il disait qu'il était pas. Que bon, il allait aller à Rome, mais bon, voilà quoi. Il a bien fait comprendre qu'il fallait peut-être pas compter sur lui. Hein. Il dit ouais, je vais là-bas pour gagner, mais aussi je veux pas être stupide et me blesser. Donc il y va, mais il va pas non plus. Je pense qu'on peut s'attendre à ce qu'il sorte de deuxième, troisième tour. Deux matchs. Il aurait Joe Wilfried Tsonga en 8ème et David Ferrer en quart. Ça serait con qu'il se blesse, mais en tout cas, par contre, bon, ça on l'a toujours su avec Murray, c'est un joueur qui lâchera rien. C'est un Scott. C'est un Scott. Ah ouais, il est tenace. Hein. Ouais, c'est un bon joueur. C'est un très bon joueur. Hein. C'est un joueur que beaucoup n'aiment pas, mais en fait, c'est un mec très sympa, très intelligent, qui analyse extrêmement bien ses matchs. C'est vraiment quelqu'un de très drôle dans un certain humour, quoi. Mais quelqu'un de très drôle, moi c'est un de mes joueurs préférés. Hein. Ah non, il a un humour très british, mais il est très witty. Hein. Ah, il est très bien. Attention les gars, on va être obligé d'arrêter. Je vous demande juste 2 joueurs qui vous ont énervé, 2 joueurs qui vous ont fait plaisir. Vas-y William, moi faut que je regarde le tableau. Des joueurs qui m'ont énervé, Tsonga, bon, déjà, et puis Dimitrov, comme d'hab, même si ouais, et puis Federer aussi qui m'a, non, et Federer qui a la palme de l'énervement aussi, et on pourra en parler, et 2 joueurs que j'ai appréciés, Murray, pour la ténacité dont il a fait preuve, et je réfléchis, Isner, tiens. Ouais, Isner. Un bon vieux soldat américain. Ouais, Isner qui quand même fait une saison pas si dégueu que ça en fait. Alors on le donnait mort nous ici, hein, en début d'année. Ouais. Moi mon top ça serait Nishikori et Murray, et Nishikori je trouve que voilà, petit à petit il prend une dimension, et pour les flops, David Ferrer qu'on sent quand même sur la fin là, le pouls il est un peu moins bien, et je vais te rejoindre sur Dimitrov qui aurait pu faire bien mieux sur ce tournoi. Ok, allez, on arrête et on laisse les infos arriver. Les infos. Jusqu'à 20h30, Tennis Talk en direct sur Radio One. Radio One, le journal. 19h30, le rappel des titres de l'actualité, et François Hollande qui est en visite officielle en Haïti, une première pour un président français depuis 1804. Le chef de l'État y fait face à des mécontentements d'Haïtiens 2 jours après avoir indiqué qu'il allait s'acquitter de la dette que nous avons envers Haïti. Au Népal, le bilan du nouveau séisme de magnitude 7,4 qui a frappé le pays ce matin s'alourdit d'heure en heure. Les autorités font état d'au moins 37 morts et de plus d'1 millier de blessés. Sur place, les témoins évoquent des scènes de panique. Au Burundi, la situation est toujours sous tension, où un manifestant a été tué par balle aujourd'hui lors d'affrontements avec la police au 17e jour de contestation contre un 3e mandat du président burundais. Le député maire de Levallois, Patrick Balkany, et son épouse Isabelle sont soupçonnés par la haute autorité pour la transparence de la vie publique d'avoir menti sur leur déclaration de patrimoine qui serait massivement sous-évaluée. La justice a été
été saisis. Et puis 1,8 million de billets seront en vente du 10 juin au 10 juillet pour l'Euro 2016 sur une plateforme de vente unique et sans intermédiaire. 1 million est réservé pour le grand public et 800 000 pour les supporters des autres équipes. 19h34, tout de suite c'est la suite de Tennis Talk avec Karl et toute son équipe. Jusqu'à 20h30, Tennis Talk en direct sur Radio One. Bon, on est reparti. Merci à Martin pour les infos. On est reparti, on va repartir sur le débat. Le débat de Tennis Talk. Ok, le débat. Alors le débat, c'est tout simplement pour savoir si, après ces deux victoires, l'une à Munich, l'autre à Madrid, Murray se positionnerait-il comme l'adversaire principal de Djokovic? Et on en parle tout de suite. Alors messieurs, qu'est-ce que vous en pensez? Bah clairement oui. Quand tu gagnes un Masters 1000, certes face à un Nadal diminué et loin d'être au top de sa forme comme on l'a dit avant, c'est pas anodin quand tu gagnes Munich de cette façon et qu'il affiche une telle progression sur terre battue. Oui, il sera l'un des 4 adversaires pour l'un des 4 joueurs ATP à pouvoir soulever la coupe de Roland-Garros dans 3 semaines. Quels sont les 3 autres pour toi? Bah Djoko, Nadal on peut pas l'enlever parce que il est capable de tout et je mettrais bien Kei Nishikori parce que son niveau de jeu commence à vraiment m'impressionner parce que je le trouve très bon en ce moment. Ouais, mais tu vois, moi, Nishikori, j'avais envie de le mettre en flop parce que contre Murray, il a été mauvais. Hein. Enfin, honnêtement, moi, je le voyais, Karl pourra dire, je le voyais terrasser Murray en demi-finale, en l'amenant dans des diagonales de revers et en jouant comme il sait bien le faire, ensuite en coupant le long de la ligne. Il a été incapable, il a mal traversé la balle. Autant il avait très très bien joué contre Federer la veille, autant je l'ai trouvé encore inconstant en fait. Pour moi, il manque encore un peu de régularité face au top 4. Il lui manque que ça, il lui manque d'enchaîner les matchs et d'apprendre de ses erreurs parce que il est encore un peu tendre pour moi. Bah, dans cette partie tactique entre donc 2 joueurs avec de très bons revers, Murray et Nishikori, qui jouent pas tout à fait la même partition puisque Nishikori pousse dans la diagonale pour s'ouvrir le long de la ligne. Il a été assez surpris de trouver un énorme revers le long de la ligne de Murray, qui l'a bien déstabilisé et qui lui a bien allumé le coup droit. Et aussi Murray qui arrivait à décaler son coup droit et à le mettre un peu où il voulait, le long de la ligne ou décroisé. Donc je pense que c'est cet aspect tactique, le décalage de Murray et la solidité, la puissance de son revers. Vous avez pu remarquer qu'il en a mis quelques-uns contre Nadal en finale, qui était assez impressionnant. Et il a beaucoup progressé. Alors évidemment, il a progressé en coup droit sous la houlette de Lendl, mais il a énormément progressé en revers là récemment parce que c'est un coup sur lequel il a été complètement mangé en Australie par Djokovic. Dans justement cette diagonale, il était incapable de pouvoir décaler le long de la ligne pour pouvoir donner un peu de difficulté à son adversaire. Et il a vraiment bien travaillé ça. Et c'est ce qu'on a pu voir dans... J'ai pas bien regardé Munich, mais j'ai pas mal regardé ces matchs ici à Madrid. Et vraiment, c'est là où je l'ai vu vraiment bien progresser, taper très fort et avec énormément de confiance. Je sais pas si vous êtes d'accord sur le côté confiance qu'il a dans ses coups. Et aussi son service a assez bien marché quand il en avait besoin. La confiance vient de son équipe aussi. Hein. L'apport d'Amélie Mauresmo, ce qu'a fait alors qu'il y avait énormément de doutes. Et je pense qu'on était beaucoup là-dessus. Bon, une femme qui coach
une Française en plus qui coach un Britannique qui avait pas mal de Moi, je dirais que non. Nous, on l'a dit avec Guillaume ici, qu'on était au contraire tout à fait sûr qu'elle allait bien faire, parce que on n'oublie pas que cette fille, elle a été numéro 1 mondial, qu'elle a gagné le Masters, qu'elle a gagné des tournois du Grand Chelem, voilà quoi. Donc c'est quand même quelqu'un qui a touché. Il n'y a pas eu de numéro 1 mondial de tennis à part elle. Donc ça veut dire qu'elle a un niveau supérieur à un Noah. Qui a été numéro 3, qui a gagné un seul Roland Garros. Elle a gagné à Wimbledon, malheureusement en 2006. Elle a gagné en Australie, c'est ça, en Australie, oui. Elle a gagné en Australie, ok, peut-être sur blessure de Justine Hénin, mais on s'en fout. Elle a gagné le Masters aussi, ça faut le faire, d'arriver à gagner en fin d'année alors que tout le monde est mort. Donc c'est quand même quelqu'un qui sait se préparer, qui est une bonne sportive, bonne championne, bonne sportive, très 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 humble et en même temps très intelligente dans tout ce qu'elle a su faire, même quand elle a 19 ans, quand elle a dit qu'elle était homosexuelle, elle l'a dit très très bien et personne ne lui en a tenu rigueur. Après c'était terminé, on est passé à autre chose. Elle sait bien communiquer, c'est une personne intelligente. Je suis peut-être pas comment dire très objectif parce que c'est quelqu'un que j'ai toujours bien aimé dans ses attitudes sur le terrain, etc. Mais je pense que ça, elle peut le transmettre et c'est très marrant parce que on voyait à Rotterdam Murray quand il jouait, quand il ratait un coup, il disait aïe aïe aïe. C'était l'influence qu'elle avait sur lui. Bon, je vous laisse parler. Non, bon après, si on revient un peu sur le débat, moi je ne vois pas Murray gagner Roland quand même. Peut-être en finale. Ouais, peut-être en finale, effectivement. Je vois pas aller au bout. Je pense qu'il va être un peu court. La grande question, c'est pour moi, c'est un peu le tournoi de Djokovic contre lui-même, quoi. C'est contre lui-même, contre son corps aussi, parce que la blessure peut arriver quand on est au top comme ça. On est au top, on est comme un cheval de course, on a tous les muscles qui sont vraiment, on n'a pas de gras dans le corps, on est à 100% et on peut se blesser. Et qu'on se met une telle pression aussi, hein. Je pense que cette année, ils l'ont joué différemment. Je pense que cette année, ils la jouent différemment. Ils essaient, comme un cheval, justement, on parle beaucoup des chevaux, mais tu sais, comme un cheval auquel on met des œillères pour pas qu'il voit les adversaires, je pense que c'est ce qu'ils lui font. Pareil, ils essaient de lui parler d'autre chose. Et je pense que il y a un sujet qui est interdit, c'est de parler de Roland Garros. Et ils en parleront dimanche. Ils en parleront dimanche, mais pas ce dimanche après qu'il ait gagné Rome, le dimanche d'après. Le jour du tournoi, ils vont commencer à en parler. Ils ont beau lui faire un coup de sombrero avec ça, n'empêche que quand il va arriver porte d'Auteuil, voilà. Et moi, je sais pas. Je pense que je pense que quelque chose va le rattraper. Donc, voir comment il va gérer cette chose. Mais en tout cas, je ne le vois pas gagner facilement. Et je pense qu'on va peut-être voir un Djokovic qui va, comme l'année dernière en demi-finale contre Gulbis, peut-être s'énerver contre lui-même. Voilà. Donc, Eh bien, moi, je ne le crois pas du tout. Je pense qu'il a des gens très intelligents autour de lui, qui se sont un peu fait surprendre l'année dernière. Je pense qu'il a fait beaucoup d'erreurs l'année dernière. Et je pense que c'est pas le genre de mec à recommencer les mêmes erreurs. Et je pense pas qu'il abordera la finale tendue. Peut-être que son adversaire aussi va faire quelque chose, parce que je ne pense pas que Nadal sera en finale. Alors, donc Nadal, Murray, bon Nishikori, c'est vrai, Berdych, qui a un petit problème pour Non. quand il s'agit de battre des Je joueurs. peux le dire ici, il a des pannes de couilles absolument épouvantables. Il nous a fait ça effectivement contre Nadal, qui c'était pas, en plus c'était pas un bon Nadal à Madrid.
Et puis Federer, on n'en a pas parlé, mais non, pas possible non plus, mais qui a montré plein de mauvaises choses à Madrid. Oui, pas de mauvaise chose, ça, c'est sûr. Hein. Ouais, qui a montré plein de mauvaises choses et qui est dans sa lancée des mauvaises choses. Donc moi, je pense qu'il va, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'il va faire un mauvais tournoi à Rome et un mauvais tournoi à Roland-Garros. On verra si. Et à la limite, tant mieux. Ça lui laissera peut-être un peu plus de jus pour la saison sur herbe. Oui, parce qu'il y a beaucoup pour moi sur le cas Federer, il lui reste à gagner Wimbledon et je pense que dans sa tête je pense que c'est Rio 2016 et un tournoi du Grand Chelem encore. Roland Garros c'est trop dur, même s'il a une préparation extraordinaire pareil. Mais voilà, il lui reste 2 objectifs en tête et ça sera ça et la fin quoi. Je vois pas comment les Jeux Olympiques peuvent être un objectif, mais bon. C'est ce qui lui manque, le seul titre qui lui manque. Ouais, non, mais je comprends bien, mais ça peut pas être vraiment. Bon, déjà, il a une médaille d'or en double, il a une médaille d'argent en simple, et ensuite, c'est difficile d'avoir un objectif sur un tournoi de 5 jours aux Jeux Olympiques. Je trouve que c'est un objectif un peu incertain, quoi. Ouais, mais c'est ce qu'il avait déclaré, je sais plus où. Enfin, c'était non, mais effectivement, c'est ce qu'il dit, mais j'ai jamais vraiment compris cet objectif. Ouais, non, mais je comprends. Il faut bien mettre le mot fin quelque part. Je pense il sait très bien qu'il aura quel âge? Il aura 35 ans en 2016 quand même. Hein. Donc, oui. Ouais. Bon, alors la question... je crois que même s'il nous fait une Agassi, en jouant assez longtemps, il y a un moment où bon, il faut aussi arrêter. Il y a quand même des gars qui arrivent. On le voit qui perdent de plus en plus des matchs qu'ils ne devraient pas perdre. En Australie, c'était incroyable. En Australie, c'était un des plus mauvais matchs qu'il a fait contre Kyrgios. Kyrgios n'est pas un foudre de guerre. Il sert très fort, mais c'est un guignol, Kyrgios. Contre Kyrgios, on l'a vu sortir. Pareil, ce qu'il avait fait contre Berdych à l'US Open il y a 2 ans. On l'a vu sortir un nombre de coups droits. Je sais pas combien de coups droits ont été 3 mètres derrière la ligne de fond, mais en tout cas, paradoxalement, ce qui marche pas trop mal en ce moment chez Federer, c'est son revers. Et c'est son revers le long de la ligne. c'est un peu paradoxal. C'est un peu tard. Hein. Ouais, et de temps en temps, il a le service, mais en fait, on remarque que quand il perd son service dans tous les matchs, il est en réel danger en fait. En fait, si on analyse ses matchs ces derniers temps, ce qu'il a tenu, ce qu'il a fait qu'il a pu gagner Dubaï, il sauve quand même 10 balles de break avec 9 aces. Ouais, mais ça c'est une performance incroyable. C'est pas sûr qu'il la refasse. Voilà. C'est même. Voilà, on est plus sur du cas exceptionnel où il a réussi à servir 9 aces et à sauver une 10e balle de break à la volée avec une volée le long de la ligne. Bon, ok, mais c'est pas quelque chose qu'il peut faire de manière quotidienne. Non, c'est clair, c'est un miracle. Bon, il gagne le tournoi, bravo, mais après il fait plus rien. Hein. Et on dit pas assez que sa saison est mauvaise parce que je crois qu'à la race il est derrière Nadal aujourd'hui. Hein. Exactement. Donc, il est numéro 2 mondial. Je me rappelle qu'avant le Masters de Londres, il pouvait devenir numéro 1 mondial. Maintenant, pas du tout. Hein. Et il y a eu 3 mois ou 4 mois depuis. Et maintenant, il est à 5000 points. Il est à des années-lumière de Djokovic. Ouais. Donc, il a beau se mentir à lui-même en disant qu'il joue très bien depuis ces 12 derniers mois. C'est faux. Non, mais on peut voir qu'il se ment à lui-même ou en tout cas qu'il n'est pas lucide dans sa conférence d'après-match contre Kyrgios où il dit que son seul problème, ça a été de ne pas pouvoir retourner. Oui, sachant qu'il avait le break au 3e set. Exactement. Il lui aurait suffi de tenir son service, justement. Voilà, et je le trouve de moins en moins lucide dans ses analyses de match, de plus en plus dilettant sur ses préparations de match. Il n'y a plus de préparation, il n'y a plus de tactique.
il y a plus, il y a plus de réflexion, de stratégie. Je sais pas ce qui lui reste à part effectivement l'expérience monumentale qu'il a en tant que. Mais ça sert à rien non plus. Ça sert à rien. Voilà, mais bon, honnêtement, je suis très pessimiste sur qu'on reparle un peu de Roland Garros. Je suis très pessimiste sur le Roland Garros de Federer. Oui. Ça fait pessimiste sur les deux mecs qui ont égayé le tennis depuis 10 ans, quoi. Bah oui, mais il y a un moment. Mais c'est une fin de cycle, hein, je pense. On est proche de ça. On le sent très fortement parce qu'on les voit, quoi. On les voit vraiment pas là où ils devraient être, pas là où on les attend, et ne pouvant plus. Je pense aussi, par exemple, le changement de filière de Federer est très bien, mais en même temps, ce n'est pas un vrai attaquant. Ce n'est pas un volleyeur comme Stéphane Edberg a pu l'être. Il volaille trop loin du filet. Il donne pas l'accélération pour venir. Quand on monte à la volée, on monte vraiment à la volée. Il reste toujours une fraction de seconde à un endroit où il devrait pas être. Ouais, il monte pas assez vite à la volée. Ouais. Mais il n'a pas ce côté, cette accélération, et il ne veut pas le faire. Ça, je pense que c'est aussi ce côté aussi, il était très têtu, et il monte quasiment, je dirais pas en marchant, mais quasiment. Donc il se fait passer. Et il se fait passer alors qu'il devrait pas. S'il sprintait vraiment et qu'il choisissait un côté, il arriverait à couper. Avec son anticipation, il arriverait à couper la volée. Et puis sur les balles de break ou sur les points importants, on le sent fébrile. On le sent. Alors que c'était sa très 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 grande force. Il est hyper attentiste, il essaie de remettre la balle, mais il joue à pousse la balle. Contre Kyrgios, il a quand même eu des balles de match, il a quand même eu balle de match, break, il a tout eu pour gagner le match. Il a tout eu. On devrait même pas avoir on n'aurait même pas dû dire qu'il avait perdu, il aurait dû gagner. Il a rien tenté surtout, il a rien tenté. Il a connu la faute de Kyrgios, qui lui n'a rien à perdre. Donc évidemment, quand t'as 20 barreaux et que t'as rien à perdre, c'est à ce moment-là que tu balances. On dit que t'as pas de revers, mais tu balances le gros revers le long de la ligne, juste dans l'angle, et ça fait. Voilà, mais le seul truc qu'il a tenté, c'est un passing de revers Federer sur balle de match, le long de la ligne. Bon voilà, c'est le seul truc qu'il a tenté du match. Il l'a pas réussi, mais à la limite, c'est le seul point positif que je retiens de son match, c'est la tentative de passing en bout de course au tie-break, même si elle est 50 mètres dehors. Mais voilà quoi, c'est triste. C'est triste de voir un joueur qu'on a tant aimé être dans une situation où c'est devenu impossible. Un peu comme Nadal, on en discutait, c'est devenu impossible. Après, je pense qu'il y a aussi quand même, contrairement à Nadal, moi je pense qu'il y a quand même encore plus de dilettantes chez Federer au niveau de la préparation des matchs. Ah, je dirais pas ça, quoi. Je dirais pas ça quand même. Mais enfin moi je l'attendais pas sur terre battue. Hein. Non mais tu l'attends pas, mais je veux dire ouais, je sais pas. Moi, si c'est là où je me dirais vraiment si on verra à Halle déjà s'il gagne, parce que c'est un peu le tournoi qu'il a. L'année dernière, il avait gagné le tournoi assez facilement parce que Nadal s'était fait sortir au premier tour et que lui il avait rencontré des guignols. Je crois qu'il joue Giraldo en finale ou je sais pas quel autre mec. Enfin, un Colombien, un type qui a rien à faire là, parce qu'il sait pas jouer sur terre battue, il sait jouer que sur terre battue, il sait pas jouer sur herbe. Donc c'était vraiment bon. Je crois qu'il joue contre Nishikori en demi-finale en fait, c'est son match le plus dur. C'est son match le plus dur, mais sinon c'était un tournoi de très mauvais niveau. Ouais, parce que d'habitude il y a quand même un Cole Schreiber ou un Tommy Haas. Ouais, c'est nul. Franchement, il devrait jouer le Queens. C'est nul. C'était vraiment nul l'année dernière. Je crois que c'était honteux d'avoir comment dire. C'était vraiment honteux d'avoir un niveau pareil, quoi. C'était vraiment. Et nos petits Français pour Roland Garros? Ah, moi je rigole. Ben, il y a Gaël. Alors, ce qui est bien, c'est que à Monte-Carlo, on se dit génial. Avant d'affronter Berdych.
Et puis bah Gaël, moi j'ai rien envie de dire sur Gaël. S'il fait un truc bien, tant mieux. Sinon, tant mieux aussi. Et puis voilà. Ouais, parce que Tsonga, c'est sûr qu'il fera rien. Ouais, Manarino, malheureusement, il plafonne. Ah, il plafonne plus que plafonne parce que son match hier contre Ilan est d'une pauvreté assez affligeante. Ouais, ouais. c'est bizarre. Gasquet qui gagnait Storil. Ouais, Bon voilà. il gagne contre Kyrgios en finale, qui est pas un joueur de terre battue. Enfin, Non, pareil. mais bon, voilà, C'est des Gasquet. tournois qui ont quand même c'est des 200, sont des 250 qui ont pas de vrais, qui ont pas de vrais joueurs, quoi. Après, il y a des postiers. Alors, évidemment, les mecs contre des postiers, ils ont l'air super bons, mais, Ouais, bah c'est comme Istanbul. On peut quand même se dire que le niveau est clairement bas. Hein. c'était un sale tournoi. Dimitrov qui fait sortir en demi-finale n'importe quoi. C'était honteux, quoi. C'était, à la limite, Munich, il y avait un peu plus de bagarre. Il y a un peu plus de baston. Ouais, à la limite, Coach Schreiber, mais ouais, et puis ouais, il y avait David Goffin aussi. Ouais. Non, bon, les Français. Heureusement, Goffin qui m'a un peu déçu, Goffin. Moi, je l'attendais un petit peu plus. Là, grâce à Patrice, je regarde un peu plus le tennis belge. J'étais un peu déçu par Goffin, quand même, parce que je l'attends quand même un peu plus. Je le trouve moins explosif, moins petite mobilette qui court partout. Je le trouve un peu pétrifié sur le terrain. Et Wawrinka aussi, je sais pas trop ce qu'il fout. C'est fou, son match contre Dimitrov, il perd le premier set. Le deuxième, il le survole. Ouais, bah, c'est du Wawrinka, quoi. Il le survole et on se dit, mais pourquoi ce mec-là joue pas tout le temps comme ça? Il serait numéro 1 mondial, enfin, ou peut-être numéro... Ah oui, ah non, mais moi, je suis le premier à dire que quand les planètes sont alignées, Stan Wawrinka est injouable. Mais Djokovic voit pas la balle non plus, hein. Ouais, personne voit la balle, c'est incroyable. Hein. Il est capable de mettre des bourres incroyables, sa balle est lourde. Sa balle est d'une lourdeur incroyable. Et ce qui va vous étonner, parce que j'ai le classement race devant mes yeux, c'est que Wawrinka est devant Federer. Bah oui, parce que il a joué la demi-finale. Il a joué la demi-finale en Australie, ça fait des points. Ouais, non, mais il gagne un Master 500 puisqu'il gagne Rotterdam. Ouais, il gagne Rotterdam. Non, mais et Nadal est devant ces deux joueurs. Non, mais c'est pour vous montrer quand même que Nadal, Wawrinka et Federer, ils sont à 2000 points. Je pense qu'on a quasiment fait le tiers de la saison. This call is being recorded. Je pense même qu'on a fait le tiers de la saison. Pour retrouver une année où Federer et Nadal étaient aussi bas dans le classement race, à mon avis, ça doit bien faire une bonne dizaine d'années. Hein. Ah, les deux en même temps, je pense que c'est jamais arrivé les deux en même temps. Donc voilà, on a un Djokovic qui a déjà 5500 points, qui est déjà quasiment qualifié pour Londres, et puis Murray qui est tout seul deuxième, hein, qui met quand même 1000 points à Berdych. Mais c'est pareil, hein, en finale en Australie. En finale à Miami, il gagne à Madrid. Il a été là dans tous les gros tournois, Murray. Hein. Il a, juste sur la petite séquence juste après l'Australie où il pioche un peu. Il fait demi-finale à Indian Wells, il perd contre Djokovic. Hein. Ouais, mais il pioche un peu. Moi, je pensais à Rotterdam. Moi, je le voyais vraiment gagner Rotterdam. Et Rotterdam, bon, il perd contre Simon en demi-finale. Et il joue pas Monte Carlo quand même aussi. Bah non, parce qu'il se marie. Donc grosse avance. Visiblement, ces deux-là, c'est futur numéro 1 et 2, et les autres, c'est terminé, quoi. Autant je le sentais pas sur les autres années, autant là, je le sens vraiment bien, ce truc-là, que malheureusement, on va avoir deux joueurs, et puis derrière, ça m'a l'air de peiner un peu, quand même, Ouais, on attend toujours Nishikori, Raonic, Dimitrov, on l'attend plus trop. C'est un peu un guignol quand même. Hein. C'est un joueur qui est capable de frapper des coups d'enfer, mais après sorti de faire des coups magnifiques. Après, il n'arrive pas à construire sur tout un match, à construire sur plusieurs matchs. C'est quand même assez décevant, quoi. Je trouve que son coach est nul, quoi. Je suis désolé de dire ça parce que c'est un mec qui est super
bien, qui fait toujours des trucs, des charities, des tas de trucs. C'est un mec vachement bien, mais je trouve que en tant que coach, ouais, c'est un PT, quoi. C'est un personal trainer, mais c'est pas un coach. C'est un mec qui a besoin qu'on lui montre des tactiques, qu'on lui dise, voilà, tu fais ça avec ci, ça avec ça, tu le prends comme ci, comme ça. On a l'impression qu'il se contente de son talent, c'est absolument épouvantable. Mm. Bon. Coup de gueule sur ce gars-là. Ouais, non, mais bon, on peut être très déçu sur Dimitrov. Bon, les amis, on est obligé de fermer là le débat. On n'a pas vraiment mis un point final au débat, mais on va le fermer. Et puis de toute façon, on le rouvrira parce qu'il y a Rome à commenter la semaine prochaine. Donc ça reste encore des belles choses à faire. Mon ami Clément, bon match. C'est un plaisir de se retrouver. Bon plaisir. Bon. Et puis sûrement la semaine prochaine. On se tient au courant. Bon, alors, il paraît que t'as parié sur le Bayern qui gagne 4-0, c'est ça? Oula, je mettrai pas ma maison là-dessus. Je mettrai même pas 2 €. Hein. Mais bon, alors ça va être sympa. On verra ça. Ok, bah on se retrouve tout à l'heure pour présenter Rome. Salut, bonne soirée. Et on laisse tout de suite les infos. Allez hop, les infos. Jusqu'à 20h30, Tennis Talk en direct sur Radio One. Radio One, 20h. Radio One, le journal. L'essentiel de l'actualité à 20h et après Cuba, François Hollande a atterri ce matin en Haïti. Il est le premier président français à se rendre en visite officielle dans cette ancienne colonie depuis son indépendance en 1804. Le chef de l'État achève une tournée de 5 jours dans les Caraïbes. Le Sénat adopte en durcissant son aspect libéral le projet de loi Macron. Le projet de loi a été voté par 185 sénateurs de droite majoritaire. Les communistes et écologistes ont voté contre, les socialistes se sont retenus. Henri Proglio renonce à la présidence non exécutive de Thales. Il dénonce une campagne menée contre lui par Bercy. Emmanuel Macron récuse tout en soulignant les conflits d'intérêts de l'ancien PDG d'EDF actif en Russie. Au Népal, un séisme de magnitude 7,3 suivi de puissantes répliques a secoué le pays. Au moins 140 personnes sont mortes, 17 autres en Inde, moins de 3 semaines après le tremblement de terre qui avait fait 8000 morts. En Russie, le secrétaire d'État américain John Kerry a rencontré Vladimir Poutine cet après-midi en Russie, à Sochi. C'est la première visite en Russie d'un haut responsable américain depuis le début de la crise en Ukraine. Autre sujet évoqué, les négociations sur le nucléaire iranien et la guerre en Syrie. Et puis cette information qui vient de nous paraître, c'est Intermarché qui va supprimer 447 postes dans sa filiale logistique. Voilà ce qu'a annoncé la direction du groupe. Et puis n'oubliez pas, ce soir en football, c'est la suite et le match retour des demi-finales de la Ligue des Champions avec à 20h45 Bayern-Barça à l'Allianz Arena. Demain, ce sera le Real de Madrid qui défiera la Juventus de Turin. La Juventus qui s'était imposée 1-0 au match aller. 20h02, tout de suite c'est la suite de Tennis Talk en direct jusqu'à 20h30. Jusqu'à 20h30, Tennis Talk en direct sur Radio One. Allez, on est de retour. On va vous présenter les tournois de Rome. On commence par la WTA. Tournoi WTA. Alors, Rome. Rome qui a commencé dimanche, dernier gros tournoi avant Roland-Garros pour les filles. Il y aura Strasbourg la semaine prochaine, mais bon, je pense que si on veut perdre Roland-Garros, il faut jouer à Strasbourg. J'adore le tournoi de Strasbourg, les Strasbourgeois, mais c'est vrai que c'est très difficile de jouer un tournoi une semaine avant le Grand Chelem parce que bon, on n'a pas le temps surtout si on va loin, on n'a pas le temps de se faire aux cours, de se faire aux conditions, et quand on arrive, on se fait secouer. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas le faire. Mais bon, si on a besoin de rattraper des points, c'est le moment idéal. Alors, on va parler des filles tout de suite après la victoire surprise de Kvitova. On va essayer de voir un peu ce que ça va donner.
Chez les filles, on a des gens qui ont des revanches à prendre. Hein. Alors, quel est ton avis sur ce tournoi? Que va-t-il se passer? Qu'en penses-tu? Ouais, bah bon, le dernier gros tournoi. Alors, est-ce qu'on va voir un peu bon, alors déjà, Serena Williams. Ah bah, elle a une revanche à prendre, ça c'est sûr. Donc déjà, Elle a une revanche à prendre, c'est sûr. potentiellement, on a Sharapova dans la même partie de tableau que Serena Williams. Ouais. Donc, potentiellement un match intéressant. On a Madison Keys, mais bon, c'est pas sa surface. Hein. Non, c'est pas sa surface, mais je serais quand même très curieux de voir le match contre Sharapova si jamais elle ne perd pas contre je ne sais même pas qui. Ouais, c'est le prochain match. Hein, si... Enfin, c'est du tour d'après, parce que là, ça n'a pas été joué, mais ça peut se jouer demain ou après-demain. Ce serait intéressant de voir ça quand même, de voir l'une contre l'autre. Généralement, Sharapova contre les jeunes, elle adore les massacres. On va voir aussi si Kvitova confirme. Non, je suis sûr qu'elle va s'endormir, c'est terminé là. Ouais, Elle a fait son coup, c'est terminé. Si elle faisait le doublé, vraiment, je dirais pas que je cours tout nu autour de la place de la Concorde avec un sombrero sur la tête, mais tout juste. Et Eugénie Bouchard, qu'on attend un peu quand même aussi, même si c'est là encore, c'est pas forcément sa surface non plus. Nous, au début d'année, avec Guillaume, qui est dans le train, malheureusement, il n'a pas trouvé la connexion. On avait identifié pas mal de problèmes, le fait qu'elle ait changé d'entraîneur, même si elle est avec Sam Sumik, ça va prendre du temps à s'ajuster. Elle à s'ajuster à lui à s'ajuster à elle. En même temps, c'est plus la petite nana qui arrive et qui sort du truc en cassant tout. Là, tout le monde l'attend, tout le monde la regarde, on sait comment elle joue. Voilà, on l'a vu quand même à Madrid gagner le premier set 6-0 et puis après perdre 6-3, 6-3. Donc on voit bien qu'elle y est pas. Elle y est pas, faut qu'elle y soit à nouveau, faut qu'elle se remette en mode vainqueur, en mode compétitrice, en mode requin qui a envie de tout manger et ça repartira. Mais pour l'instant, elle n'y est pas. Elle le fait pendant un set et après, elle dégoupille, donc c'est pas possible. Moi, je la vois pas faire grand-chose non plus. Je la vois faire une année difficile. Ce sera bien pour elle si elle reste dans les 10 premiers, mais elle va avoir une année très, très, très dure. Donc, je pense pas qu'elle aura sa revanche. D'ailleurs, elle va tomber contre une joueuse qui est un peu embêtante, c'est Zarina Diaz. Et puis après, elle peut tomber sur Heather Watson, qui a fait beaucoup de progrès cette année. C'est vraiment, je dis pas ça parce que je vis en Angleterre et que je suis un peu plus l'équipe de Grande-Bretagne, mais elle a fait vraiment beaucoup de progrès. Ou alors, elle peut tomber contre Carla Suarez Navarro, qui est une joueuse qui est très très problématique sur terre battue. Donc, c'est vraiment pas gagné pour elle. L'une ou l'autre, ça va être très 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 difficile. Kvitova a un tableau pas mal, elle peut tomber contre Bouchard en quart, si Bouchard arrive à passer. Donc ça va être difficile et pour l'une et pour l'autre. Donc là, bon, Makarova nous doit quand même aussi elle a un petit rachat à faire parce que c'est une joueuse, j'ai toujours dit que c'était une joueuse très intelligente, une joueuse atypique, une gauchère qui monte à la volée, qui joue d'ailleurs très très bien en double, qui a de très bons résultats en double. Et là, elle nous a un peu laissé tomber, quoi. Elle nous a vraiment même complètement laissé tomber. Donc, on va voir ce qu'elle va faire. Elle est un petit peu friable mentalement, mais bon, sinon, bah après, bon, ça va se jouer. Peut-être Wozniacki, qui était quand même pas trop mal à Madrid. Bon, elle est pas trop mal à Madrid. Elle atomise Radwanska et puis elle se fait oui, on n'a pas parlé de Radwanska qui est toujours dans le mal. Ah oui, bah oui. Je pense que là c'est le mal est profond parce que elle n'est pas arrivée justement à trouver. Elle pensait trouver la pierre philosophale avec Navratilova et visiblement c'est pas passé quoi. Elle n'est pas arrivée à faire les ajustements. Elle n'arrive pas à avoir un jeu de transition vers l'avant. Elle a le même problème qu'Ingis avait
avant elle, quand elle est arrivée au début des Williams, Hingis. Hein. Donc elle les avait pas encore en plein pot dans la gueule, mais maintenant il y a beaucoup trop de joueurs puissantes. Par exemple, Camilla Giorgi peut la battre parce qu'elle frappe très fort. N'importe quelle Caroline Garcia peut très bien battre Aniska Razanska parce qu'elle a un jeu puissant. Toutes les joueuses qui frappent fort dans la balle ont une grande chance contre elle. Et alors Camilla Giorgi, elle est italienne en plus. Eh oui, ma petite Camilla, elle m'a déçu. Elle m'a beaucoup déçu à Madrid, elle a perdu au premier tour. Hein. Oui, elle est italienne. Bah, je sais pas ce qu'elle va faire. Hein. C'est une joueuse qui est très très irrégulière parce que c'est tout ou rien. C'est-à-dire que si tout rentre, elle peut battre n'importe qui. Mais tout ne rentre pas tout le temps et donc après il y a pas de plan B malheureusement avec Camilla Giorgi. Et elle vit comme ça. Bon voilà, elle vit sur un baril de poudre et puis si ça peut faire exploser l'adversaire ou lui exploser au visage. C'est très malheureux parce que c'est une de mes joueuses, c'est peut-être ma joueuse préférée en fait. Ouais, moi j'aime beaucoup aussi. Elle a gagné un tournoi là en Pologne. C'était un tournoi sur dur, alors tout le monde est déjà sur terre battue. C'était pas très intéressant. C'est dommage parce que bon, elle est italienne, c'est le seul, c'est le plus gros tournoi italien de l'année, donc. Oui, il y a un paquet d'Italiens quand même là. Hein. Il y a tout le monde. Hein. Il y a tout le monde. Hein. Il y a Sarah Errani qui joue très bien sur terre battue, même si on voit qu'elle est elle est un petit peu moins bien cette année, mais bon, elle est quand même bien. Elle devrait tomber malheureusement pour être sur Serena Williams. Donc elle devrait se faire manger parce qu'elle n'est pas assez puissante. Elle aussi, elle a le même problème que Radwanska. Des joueuses intelligentes mais qui n'ont pas de service, qui n'ont pas de puissance et qui ont beaucoup de mal face à des joueuses qui sont des animaux et qui les mangent toutes crues. Donc elles ont beaucoup de mal quand la balle va très très vite. Donc ouais, je sais pas. On devrait quand même voir Serena Williams quelque part au moins en demi-finale. Peut-être elles nous doivent de se retrouver en demi-finale avec Sharapova. Avec Sharapova, ouais. Puis après, bon. Simona Halep quand même, qu'on espère, qui normalement joue bien sur terre battue, donc. Ouais, mais enfin bon, je pense que Sharapova a un vrai problème mental avec Serena Williams. Elle n'arrive pas du tout à dompter le truc. Il y a aussi Victoria Azarenka qui a un vrai problème. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'elle joue Serena, c'est accroché et qu'à chaque fois elle perd. Ça se joue à 1 centimètre. Ça s'est joué à 1 centimètre. C'est-à-dire Azarenka, elle a une balle de match, elle fait un service, c'est out d'1 centimètre. Elle est jamais loin, Azarenka, et j'ai toujours l'impression qu'elle perd. Je me demande si elle l'a déjà battue, Serena Williams. Je t'ai pas regardé, mais je pense qu'elle a dû la battre quand même. Mais bon, elle a perdu 2 finales à l'US Open. Là, à Madrid, elle méritait pas de perdre, hein, parce qu'elle a très très bien joué. Elle est de retour, hein, on peut le dire. Elle est de retour, Azarenka. Elle frappe bien dans la balle. Hein. Elle traverse bien la balle, elle est très bien. Alors, c'était très marrant de voir Sacha qui était de l'autre côté cette fois. Ça, c'était très 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 curieux. Sacha qui était le partenaire d'entraînement de Serena Williams pendant très 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 longtemps, 5, 6, 10 ans peut-être, hein. Et qui a donc décidé d'aller voir ailleurs si l'herbe était plus verte, et donc il a été voir avec Victoria Azarenka. Donc elle a quand même des gens qui sont vraiment pas mauvais dans son équipe, et elle a fait un très beau match, hein. Un grand match, mais grosse Serena Williams sur les points très importants, qui a vraiment sorti les gros coups. Elle a juste un peu de chance sur le service qui est faux d'1 centimètre. Et quand je dis d'1 centimètre, c'est peut-être même de 5 millimètres, quoi. C'est incroyable. C'est fou. Là, il y a un peu de destin, un peu de chance. Parce que si le service accroche la ligne, voilà, c'est terminé. C'est terminé. C'était un très beau match. C'était vraiment un gros match de tennis. Ça aurait pu très bien être une finale. C'était vraiment magnifique. Mais pour revenir donc chez les filles, on va attendre Kvitova, mais on va pas vraiment l'attendre, hein, parce que quand elle a gagné, après elle a du mal à s'en remettre. On va pas attendre Kuznetsova aussi, parce que je pense qu'elle a bénéficié d'un peu de surprise, du fait de bien prendre Sharapova, qui n'était pas dans un super jour, surtout au service. Donc la demi-finale était était beaucoup plus facile que prévu.
Euh, Ouais, moi, j'attends Carolina Wozniacki parce qu'elle montre des choses, mais pas tout en même temps. Euh, Elle a retrouvé son jeu de défense, elle a retrouvé son jeu d'attaque, mais ça matche pas encore. Quand elle aura mis les deux bout à bout, comme elle avait fait l'année dernière, ça sera beaucoup mieux. Donc, allez, on va se lancer sur un petit pronostic, mon ami. Bah écoute, pronostic, Sharapova. Sharapova, ça c'est un gros pronostic, ça. Ouais, c'est un Moi, gros je pronostic. dirais, et à la fin, c'est Serena qui gagne, quoi. Je reste un peu, je reste là-dessus, je reste quand même parce que je crois qu'elle s'en veut énormément d'avoir perdu, d'avoir perdu. Bon, même si il n'y a pas de mal à perdre contre Kvitova, on l'a toujours dit ici, Kvitova peut battre n'importe qui et peut même écraser n'importe qui. Si elle joue bien, très très bien, elle est injouable. Mais je pense elle va à dame. Est-ce que on voit quelque chose pour les Françaises? Ah non, bah Caroline Garcia a perdu déjà. Ouais. Non, Ouais, c'est une période un peu noire pour le tennis féminin. bon, c'est dommage. Bon, écoute, moi je préfère la voir perdre là que de la perdre à Paris, même s'il n'y a pas beaucoup de confiance qui rentre. Je pense que c'est quand même avec son père, son père est quand même assez bien aussi. C'est un gars qui a l'air de bien connaître le tennis et qui a l'air de bien la conseiller dans le bon sens, d'être assez calme et non pas d'être comme ses pères abusifs. Donc moi je lui souhaite surtout de bien, parce qu'on l'aime beaucoup ici, hein. Évidemment. Bon, elle perd contre une joueuse qui est pas mauvaise, hein. C'était une qualifiée qui est aussi un espoir. Moi, il y a une fille que je trouve, enfin que je retrouve pas, c'est Belinda. Ah oui, Belinda Bencic, la Suissesse, Oh là là, elle m'avait vraiment séduit l'année dernière. J'étais très très content. Je la voyais vraiment monter dans peut-être les 15, les 15, peut-être les 10 premières, et elle a complètement disparu, hein. C'est incroyable. Je sais pas ce qu'elle a. Elle est peut-être blessée. Euh, non, c'est très très étonnant. C'est même, non, c'est même inquiétant de voir qu'elle est pas là du tout. Ah non, on la voit bah, complètement disparue des radars. Ouais, non, c'est étonnant. Bon, c'est quand même très 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 étonnant. On va peut-être investiguer ce. Et bien sûr, en tout cas, on peut te dire bravo pour l'info sur la non-participation de Djokovic à Madrid, hein. Ouais. Là, t'as été comme sans secret, l'écureuil agent secret, t'as été très 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 bon, hein. Ouais, non, mais à vrai dire, je m'y attendais un peu. Hein, je m'y attendais un peu. Et dans le pipe, il y a potentiellement, même si moi j'y crois pas, un retour de Soderling un jour. Et puis Del Potro, alors, il revient pas. Il revient pas. Et visiblement, les douleurs qu'il a sont trop fortes au poignet, il peut pas jouer. Il peut pas jouer pour l'instant parce qu'il Puis on n'a pas parlé d'Ingis, alors Ingis, elle est Ah bah, elles ont perdu? Elles en ont perdu un quand même, c'était normal. Eh ben, elles ont perdu, mais elles sont alignées à Rome, j'imagine. Oui, bah, elles vont gagner. Là, je pense que ça a été une bonne piqûre de rappel. Bah, c'est un peu normal comme ça. Il y a un moment, tu as l'impression que tu vas tout gagner, puis les autres sont là quand même. Oui, je pense qu'il y a eu un peu la honeymoon phase qui a trop duré, quoi. Ouais, non, mais c'est bien. Moi, je suis très content de la revoir, hein. C'est une joueuse que j'ai toujours bien aimée. C'est une très très bonne joueuse, vraiment très très forte tactiquement. C'est un vrai plaisir, quoi. C'est vraiment une vraie connaissance du tennis. Bon, allez, on passe chez les garçons. Allez hop, les garçons, on envoie le jingle. Jingle, pas de jingle. Bon, allez, pas de jingle, c'est pas grave. Tournoi de Rome, donc un Master 1000. Avec pratiquement tout le monde, hein, sauf dans les groupes. Raonic. Exactement, blessé au pied. Un pied, bah, c'est toujours
tous ces grands gars comme ça, c'est très difficile les appuyer. Hein. Ouais, puis le pied, c'est long, hein. C'est long le pied. C'est très très long. Le pied, c'est long. C'est ce qui a mis un terme à la carrière de Martin Hingis, hein, officiellement en tout cas. Et le pied, c'est toujours très compliqué. Là, visiblement, c'est pas très 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 grave. Ce serait qu'un nerf pincé, apparemment. Non, mais même si c'est pas grave, le problème du pied, c'est que ça supporte le poids du corps. Et Raonic, il doit quand même peser son poids. Et, c'est 100 kilos, ou 93, 95 voilà, kilos. et une légère sensibilité au pied, quand on met 100 kilos dessus, c'est toujours gênant. Donc, bon, allez, on attaque tout de suite. Bon, on a plus Gulbis, hein, qui. Ouais, alors Gulbis a définitivement. D'ailleurs, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était à Roland-Garros, donc voilà. Attends, il a gagné. Je crois je sais pas combien il a gagné. Il a peut-être gagné 2 ou 3 matchs. Je me demande s'il a pas tout perdu depuis Roland-Garros. Hein. Alors, je crois qu'il a gagné. Non, il a gagné 10 matchs. Je le vois systématiquement perdre au premier tour. Perdre au premier tour, en disant qu'il avait de bonnes sensations et qu'il s'entraînait très bien avec Thomas. Je sais plus quel est le nom. Ah, mais depuis cette demi-finale où il prend quand même un set à Djokovic, où il a un revers quand même pas mal, où il bat Federer. Depuis ce tournoi, complètement, depuis qu'il a misé sa prime de 600 000 € au casino de Monte-Carlo, il a complètement disparu. Il a disparu. Alors, on va regarder un petit peu où sont les Djokovic qui a eu du mal aujourd'hui quand même. Hein. J'ai vu un bout de match avec un Almagro qui traversait très très bien la balle, qui a pris tous les risques. Ouais, Almagro qui a un très bon match. Hein. Pas le premier set, parce que là le premier set c'était un peu éteint, mais le deuxième set était très 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 bien. Et le troisième, ça s'est pas joué à tant que ça. Hein. Ça s'est pas joué à tant que ça. On a senti quand même Almagro un peu sur la corde, à trop tenter, ça a fini par sortir. Mais Djokovic qui revenait, donc qui peut-être mettait un peu de temps à trouver son rythme, aurait pu se faire surprendre. Il aurait peut-être pu se faire. Il a quand même du fond. Hein. C'est le patron quand même. On a vu qu'il a joué en patron à la fin. Ouais. On a, contrairement à si ça avait été contre Federer ou Nadal, on n'a jamais vraiment été inquiet en fait. C'est là où il y a une différence, c'est qu'avant Nadal, on n'aurait pas été inquiet. Sur un scénario un peu aujourd'hui comme contre Almagro. On n'aurait pas été inquiet, alors que aujourd'hui Nadal face à Almagro, un 7 partout, 3 partout, on est inquiet. Forcément on est inquiet. Djokovic, on l'était pas forcément, donc ça prouve qu'il a une certaine aura en ce moment, quand même. Donc voilà, un tournoi où Murray va sûrement quand même jouer un peu relâché. Après il va jouer pour jouer des matchs parce qu'il disait qu'il avait besoin de rejouer des matchs au niveau de la mer pour prendre un peu des informations, prendre un peu des repères. Et puis c'est une terre battue qui est quand même très proche de celle de Porte d'Auteuil. Je crois que c'est tout petit peu plus rapide. Un tout petit peu plus rapide. Légèrement plus rapide. Je crois que c'est celle de Monte-Carlo qui est exactement la même que celle de Paris, mais elle est quand même plus proche de celle de Paris que les Madrid. Et donc c'est important aussi de se réhabituer à une surface très très proche. Federer, qui a décidé de jouer ce tournoi du coup aussi. Il a besoin de points quand même parce qu'il est assez malin quand même. Hein. Il savait plus ou moins qu'il allait gagner le 250 à Istanbul. On sent qu'il essaie un peu de naviguer pour essayer de pas trop perdre ses points qu'il avait accumulés. Il est en train de plus ou moins d'y arriver, quoi. Donc, 3e, 4e tour, ça devrait le faire. Après, pas vraiment se planter complètement. Il va être quand même tête de série numéro 2 à Paris. Donc, normalement, jusqu'au 3e tour, il n'a pas des gars énormes. Non, il devrait... au moins au 4e tour. Il va commencer à être dur au 4e tour et il risque de pas aller beaucoup plus loin que le 4e tour.
Donc il va réussir plus ou moins à naviguer, puis préparer un peu son Il avait très peu de points à sauver. Il avait pas joué à Madrid, il avait perdu d'entrée à Rome, il avait perdu au 4e tour à Roland-Garros. Il avait qu'une finale vraiment à défendre à Monte-Carlo. C'était le seul truc qu'il avait. Il a pas bien joué finalement à Monte-Carlo aussi. Il se fait surprendre par mon fils. Ouais. Assez en feu, mais il aurait. Ouais, mais à force de dire qu'il se fait surprendre par des joueurs en forme et qu'il manque de, voilà, il va falloir qu'il se remette un peu en question aussi. Ouais, si on regarde bien l'année dernière, qu'est-ce qui se passe à un moment? Il gagne Cincinnati, mais il sort de 5 balles de match contre Leonardo Mayer. Hein. Attention, à Shanghai, il a fallu sortir au premier tour face à Leonardo Mayer. À Shanghai. Ouais, mais il y a eu un truc aussi à Cincinnati aussi. Il se fait souvent bousculer dans les premiers tours et puis après. Bah ouais, mais il a besoin de passer ces 3-4 premiers tours. C'est vrai que si on regarde l'année dernière, il fait une saison sur terre battue très très moyenne, à part Monte-Carlo. Et derrière, il fait quand même. Ouais, mais il y a la naissance de ses enfants. Il fait quand même à Le, finale à Wimbledon, finale à Toronto, victoire à Cincinnati. Beaucoup de points à défendre en deuxième partie. Et demi-finale à l'US Open. C'est-à-dire que là, entre juillet et l'US Open, il va avoir 6000 points ou pas loin, 5000 points à défendre. Donc, il a beaucoup de points à défendre. Hein. Il est vraiment. Parce que après, il a très mal joué en fin de saison. Très mal, pas très mal. Il s'est fait surprendre par Raonic parce qu'il savait pas trop s'il devait jouer à fond pour aller à la première place ou s'il devait quand même en garder un peu sous la pédale. Oui, non, je suis donc c'était un peu compliqué pour lui là-dessus. Il gagne à Bâle, à Londres, il va quand même en finale, il fait un gros match contre Wawrinka, il arrive quand même pour la Coupe Davis. Oui, non, je suis un peu... mais bon, il a été le meilleur. L'année dernière, il faut le dire, qu'il a été le meilleur entre Halle et l'US Open. Ouais, et de loin. L'US Open, vraiment, c'était surprenant parce que qu'il se fasse surprendre les deux en même temps, le même jour, c'était quand même vraiment très, très étonnant. Ouais, mais bon, c'est vrai que autant Nishikori, moi j'ai trouvé que autant Djokovic avait un peu chié dans la colle, autant Silic jouait sur un nuage. Hein. Enfin, non, mais il le bat la semaine d'avant, il le bat 2 semaines avant. Non mais est-ce qu'il change dans 2 semaines? Ben non mais il a servi que des aces, Silic. Il avait son espèce de jeu là où en fait finalement il n'attaque pas vraiment, il frappe fort mais il n'attaque pas et il essaie de balader le mec de gauche à droite. Ça a ses limites hein, parce que je l'ai vu se faire sortir tout à l'heure par je sais plus qui là. Ouais, d'ailleurs, il y est plus du tout là, Silic. Hein. On en parle pas. Parce que ça y est, tout le monde sait comment il joue. Faut quand même pas rigoler. Là, on est quand même dans un monde compétitif où il y a tout le monde. Si tu prends un téléphone portable, tu vois les matchs de qui tu veux. T'as compris comment il jouait, quoi. Et t'as compris que si justement, toi, alors au moment où il essaie de te faire courir, t'essaies aussi de le faire courir. Là, il y a un problème parce que lui, il est très grand et il est un peu lourd, donc il va pas suivre. Alors que si, quand il te fait courir, tu lui en mets la balle sur lui, là, tu vas courir 2 fois plus. Ouais, et Silic qui, quand même, l'année dernière, jouait aussi pas mal sur terre battue. Hein. Il avait poussé Djokovic en 4-7, ça avait été hyper serré à Roland-Garros. Il servait très bien, surtout. Il servait très bien, et quand même, il écrase Nishikori en finale à l'US Open. Je pense que là, il y a eu à mon avis, il y a eu un petit coup d'émotion. Il y a eu un petit coup d'émotion pour Nishikori parce que il avait pas l'air d'être bien toute la finale. C'est une très mauvaise finale d'ailleurs. Ouais, c'était des joueurs qui n'avaient jamais été en finale de Grand Chelem. Allez, il nous reste 2 minutes. Un favori, 2 favoris pour Rome. Djokovic, même si ça me fait de la peine, ça serait quand même. Je sais pas si c'est bien qu'il gagne 5 Master 1000 ou 4 Master 1000 d'affilée. Ça veut dire qu'il n'y a personne, hein, donc il faut que les gens se réveillent. Hein. Et puis allez, non, je vois vraiment que peut-être Nishikori, allez. Ouais, parce que Murray, on pense qu'il va pas le jouer. Ouais, moi je suis assez d'accord avec toi et je suis assez d'accord avec toi. Je pense que le niveau sera pas terrible.
et que c'est le patron qui va gagner. Et alors on peut s'amuser contre qui va perdre Federer si on a encore une minute. Donc si on regarde le tableau, alors il y a Cuevas au premier tour, ça devrait passer. C'est pas sûr, hein. C'est pas sûr. C'est pas sûr que ça passe, mais si ça passe, derrière il y a Kohlschreiber ou Anderson. Si Anderson y passe là. Si Anderson y passe, s'il y a Kohlschreiber, c'est pas certain. Et derrière il a Berdych, probablement. Là, et Berdych il peut être battu, moi il m'a paru vraiment très très friable, vraiment pas très bien. Hein. Finalement un tableau plutôt favorable pour Federer. Hein. Ah bah ce serait marrant qu'il y ait une demi-finale Nadal-Federer, mais bon en même temps Nadal est avec Wawrinka et moi je pense que Wawrinka il a envie de sang, il a envie de revanche. Hein. Allez bah on espère une demi-finale Nadal-Federer même si ça arrivera pas. Ouais non ça n'arrivera pas ça. À chaque fois qu'on a attendu une demi-finale, ça fait un moment qu'ils sont pas joués hein. Ils sont pas joués depuis janvier 2014. Là aussi, ça prouve que ça va pas. C'est que ça fait hyper longtemps qu'ils se sont pas joués. Hein. Alors qu'ils se jouaient souvent en finale. Tout à fait. Bon, bah, bonne soirée. On se quitte, bonne soirée, merci d'être venu. C'était très très bien, comme d'habitude avec toi. Et puis avec tous les autres. Bah, ceux qui sont pas venus ce soir, dommage. On se reparle la semaine prochaine. On débriefera Rome et on commencera à parler de Roland-Garros. Au revoir à toutes et à tous, bonne soirée, merci de nous avoir. Jusqu'à 20h30, Tennis Talk en direct sur Radio One.